Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, vous êtes accusée d'avoir conspiré contre la France. Vous serez écrouée dans cette prison jusqu'à la date de votre procès, date qui sera fixée par un nouveau décret de la Convention. C'est une femme prise dans la tourmente de l'histoire. Plus personne ne veut de la veuve Capet. Si elle n'a plus de valeur politique, tuons-la. Les temps révolutionnaires réclament des mesures extrêmes. Alors, soyons terribles. Une reine, que son peuple accuse et va bientôt juger. Mieux vautrer le diable avant qu'il nous tue! C'est une mère que nous allons découvrir dans son intimité, enfermée dans un piège qui va la dévorer, mais aussi la révéler. Ces objets sont des souvenirs de mon mari que vous avez guillotiné et de mes enfants que vous m'avez arrachés. Moins de 4 ans se sont écoulés depuis la prise de la Bastille, et la Révolution chavire dans la violence, en cette année de toutes les peurs, 1793, l'ère de la terreur. Clic! La veuve raccourcie, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. La dernière reine de France, emblème d'une république qui se cherche et va bientôt se perdre. Citoyens, ce soir, une terrible question s'offre à nous. Saurons-nous être libres sans être des assassins? Les jurés sont censés être tirés au sort. Et on ne peut pas laisser une affaire comme celle-ci entre les mains du hasard. C'est la chronique vraie des 76 derniers jours de Marie-Antoinette. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Une part d'ombre dans notre difficile ascension vers l'égalité. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 8 fois 3, c'était 24. 8 fois 4, 8 fois 4. Alors, 8 fois 4? 32. Non. Mauvaise réponse. Réfléchis. Nous sommes en janvier 1793. Depuis 4 mois, la France est une république. Alors? Vous êtes sûr que 32 n'est pas la bonne réponse? Suggérez-vous que je ne connaisse pas mes tables de multiplication? 8 fois 4, 34? Votre réponse était la bonne. 32. En revanche, votre attitude ne l'était pas. Vous manquez d'assurance, chat. Ne laissez personne penser à votre place. Agissez selon votre cœur et vos convictions. Prenez conseil, mais ne vous rangez jamais à l'avis de la dernière personne qui a parlé. Soyez vous-même, toujours. C'est bien, mon chou d'amour. 8 fois 5, 40. C'est bien. 8 fois 6. Aujourd'hui, sur ordre des élus du peuple, Louis XVI est mort, guillotiné en place publique. Sire, vous êtes désormais le roi de France. Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, et leur fils, le dauphin Charles, sont détenus à la tour du Temple, avec les autres membres de la famille royale, leur fille aînée Marie-Thérèse et la sœur du roi, Élisabeth. En 1793, le pouvoir sacré des rois est balayé par la Révolution. Transformées en sections révolutionnaires par les sans-culottes, les églises de la Commune de Paris vibrent d'un nouveau culte, la liberté, et d'une nouvelle croyance, l'égalité. Quel sort doit réserver le peuple à sa souveraine déchue? Un homme va devoir trancher. Robespierre, celui que la rue a baptisé l'incorruptible, est le nouvel homme fort de la Révolution. Il vient d'investir le tout-puissant comité de salut public, une émanation de l'Assemblée élue, appelée alors la Convention, qui gouverne la France.
Mais ce pouvoir est menacé. Aux frontières se massent les armées des monarchies voisines, coalisées contre la France révolutionnaire. Parmi elles, l'Autriche, le pays natal de Marie-Antoinette. À l'intérieur des terres, la Vendée royaliste s'insurge. La République est en danger. La rue réclame une victime expiatoire. Dans cette fureur populaire, les extrémistes voient une opportunité. À leur tête, Hébert, membre éminent de la Commune de Paris, le plus dangereux rival de Robespierre. Dans cette bataille pour le pouvoir, la vie de Marie-Antoinette devient un enjeu politique. Rosalie, réveille-toi. Les voilà qui arrivent. Dépêche-toi. 6 mois se sont écoulés depuis la mort du roi. Sous la pression de la rue, les élus ont voté le transfert de Marie-Antoinette à la conciergerie, la prison du tribunal révolutionnaire. Suite au décret de la Convention du 1er août 1793, Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, vous êtes accusée d'avoir conspiré contre la France. Vous serez écrouée dans cette prison jusqu'à la date de votre procès, date qui sera fixée par un nouveau décret de la Convention. Citoyens, faites votre office. Privée des siens et de ses biens, Marie-Antoinette est maintenant seule. Mise en accusation devant ce tribunal d'exception, créé pour éliminer les ennemis de la République. Dans cette nouvelle prison que les accusés ont baptisée l'antichambre de la mort. Je suis la citoyenne Richard, la femme du concierge. Et voici Rosalie, notre cuisinière. Merci, mademoiselle. Bonne nuit. Pourriez-vous me laisser un peu de lumière? Je suis désolée. Ce sont les ordres du citoyen Fouquier. Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire. C'est entre les mains de cet homme que Marie-Antoinette vient de tomber. Pour Fouquier, le procès de la reine serait une consécration. Il lui apporterait gloire et pouvoir. Mais Robespierre se méfie des ambitieux. Et alors, Brount, c'est comme ça que tu traites notre ami Fouquier? Prudent, l'incorruptible préserve ses arrières et s'entoure d'hommes sûrs. Comme Nicolas, un révolutionnaire de la première heure qui lui voue une fidélité proche de la dévotion. Je ne te savais pas si matinal. La Révolution réclame chaque minute que je peux lui accorder. Oui, bien sûr. Comme veux-tu? La prisonnière que tu as eu la bienveillance de m'adresser, peux-tu me dire quand la Convention votera la date de son procès? Je crains qu'il te faille encore attendre, Fouquier. Attendre? Pourquoi, à ton avis, l'a-t-on transféré à la conciergerie? Pour que le peuple se calme, Fouquier. Rien de plus. Mais tu ne peux pas faire ça, on doit la juger. Je ne peux pas faire ça.
Je peux faire beaucoup de choses, citoyen accusateur public Fouquier. Il serait bon que tu l'oublies pas. Je te demande pardon, Maximilien, ce n'était pas ce que je voulais dire. Seulement, ne pas juger la veuve Capet, c'est faire du tribunal révolutionnaire la risée de l'opinion. Du tribunal ou de toi, Fouquier? Des deux, certes. Mais tu sais que seule la révolution m'importe. Le peuple réclame ce procès et le peuple s'impatiente. Alors le lui donner serait un moyen de le contrôler. Et de le détourner d'autres revendications sans doute plus difficiles à satisfaire. La République n'a que faire de ce procès. La veuve Capet ne représente aucune menace pour la Révolution. Concentre-toi plutôt sur les mauvais citoyens, sur les corrompus, les comploteurs qui pervertissent les véritables patriotes. C'est eux la menace. C'est eux les ennemis de l'intérieur qui freinent la marche en avant de la Révolution. Et l'un n'empêche pas l'autre. Juger la veuve Capet serait aussi un message fort envoyé à tous ceux qui souhaitent la restauration de la monarchie. C'est trop tôt. L'influence des modérés pollue encore les membres de la Convention. S'ils se mettent à douter de la légitimité de ce procès, les extrémistes s'engouffreront dans la brèche pour me le reprocher. Je me méfie d'Hébert. Hébert veut la tête de Marie-Antoinette, c'est devenu chez lui une obsession. Il pourrait en être reconnaissant. Reconnaissance qui passera aussi vite que l'ivresse. Sans compter qu'une fois la veuve Capet éliminée, mais quelle sera sa prochaine obsession? Non, non, Fouquier. On n'enlève pas un chien enragé lorsqu'il est en train de ronger. Nicolas, va promener Brunt. Face à cet animal politique, Fouquier a les mains liées. Mais la révolution n'est pas terminée. C'est par son extrémisme que Robespierre est arrivé au pouvoir, en obtenant l'arrestation de ses rivaux, les Girondins, jugés trop modérés pour avoir refusé de voter la mort du roi. Il est maintenant menacé par plus extrémistes que lui. On lui a arraché sa proie. Elle poussait des cris affreux. Des cris affreux, c'est bien ça. Alors que Robespierre vise une révolution qui élèverait les citoyens jusqu'à la vertu, Hébert parie sur la bassesse du peuple et attise sa violence avec une arme surpuissante, son journal, populiste et ordurier, le Père Duchesne. Qui sortait de sa gueule empestée. Voilà. Alors, ainsi que mon gros cocu de mari, disait-elle, je vais donc être raccourci. Ainsi l'Autrichienne... Non, ainsi... Non, ainsi la Guenon. C'est mieux. Ainsi la Guenon se lamentait. Voilà foutre les douces paroles qui sortaient de sa gueule empestée. La Guenon. La haine d'Hébert pour Marie-Antoinette a grandi au fil des visites qu'il lui a rendues à la prison du Temple, en tant que procureur de la Commune de Paris. Le populiste ou l'incorruptible? Tant que Fouquier ne sait pas qui gagnera cette bataille, il n'a qu'un pouvoir, maintenir sa proie sous haute surveillance. Oh, merci. Je vous laisse le soin de bien dire à Monsieur Fouquier combien votre aide m'est précieuse et notre discussion très plaisante. Ah, citoyen Michonis. Veuillez me conduire à la cellule de la veuve Capet. Depuis un an, l'administrateur de police Michonis est officiellement chargé de la surveillance de Marie-Antoinette. À force de la côtoyer, il s'est mis à l'apprécier. Mais il est soumis lui aussi au pouvoir de la Révolution. Rosalie! Citoyenne Capet, le comité de salut public vient de décréter que 2 gendarmes devront désormais rester en permanence dans votre cellule. En permanence. Qu'elle soit emprisonnée passe encore, mais l'humilier en la livrant tous les jours et les nuits au regard de 2 hommes. Ça, je suis bien d'accord, la reine Mary. Chut, arrête, tu es folle. On n'a qu'à plus pour moi que ça. La Révolution impose ses codes et cela commence par les mots.
il est interdit de prononcer un titre de noblesse sans recourir au terme de « ci-devant » pour indiquer que ce titre était d'usage avant la Révolution. Ci-devant comte, ci-devant reine. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous avons ordre de surveiller la prisonnière à chaque instant. Ah, c'est bon, arrête. Elle a droit à un peu d'intimité quand même. Allez-y. Merci. Une dernière chose, serait-il possible de récupérer le linge que j'ai dû laisser à la prison du Temple? Je vais voir ce que je peux faire. Non mais tu n'y penses pas. On va croire qu'on prend fait et cause pour elle. Parce qu'on aura demandé du linge. C'est ce qu'elle demande. Ce sont des caprices, hein. Je te rappelle que c'est ton devoir de concierge de faire part des demandes des prisonniers au commissaire citoyen Michelis. Marie-Antoinette n'a pas vu son fils depuis presque 2 mois. Au Temple, Charles lui a été arraché pour être confié au cordonnier Simon, un sans-culotte pur et dur, chargé de veiller à son éducation républicaine. Qu'est-ce que... Bon Dieu de foutu, bon Dieu. Qu'est-ce que tu me fais, là, toi? Oh! Hein? Quoi? C'est quoi ces hiéroglyphes? Mais c'est des chiffres. C'est des codes, hein? Mais non, c'est pas des codes. Oui, c'est des codes. Non. C'est pour qui, ces codes? Mais personne. À qui tu Mais parles je- comme ça, hein? À qui? À personne. Ne me mens pas! Mais je te mens pas. Je vais te faire parler. Admirateur d'Hébert et de son père Duchesne, Simon a trouvé dans la Révolution une cause en laquelle il croit, et dans cette mission, une source de revenus inespérée pour un cordonnier. Elle ne me parle pas beaucoup. Pour les concierges ou les gardiens, je peux rien vous dire. Aucune familiarité avec la veuve Capet. Ah si, je ne sais pas si c'est important, mais la prisonnière a une montre et elle la regarde souvent. Une montre? C'est tout? Oh oui, citoyen. Gardez les yeux et les oreilles ouverts, citoyenne. À la manière soignée de tout ceci, je reconnais les attentions et la main de ma pauvre sœur Elisabeth. Merci. Fouillez partout. Voilà. On doit, dit-on, commencer le procès de l'architigresse d'Autriche. Si elle n'est pas jugée et raccourcie dans les 24 heures, je dirais foutre que nous ne sommes pas libres, que nous ne sommes pas dignes de l'être. Pas mal, non? Très imagé. Mais n'est-ce pas un peu excessif? Pas le moins du monde, cher ami. Le peuple aime les images et les formules fortes. Moi, je lui donne ce qu'il réclame. Nous venons de passer la barre des 80 000 exemplaires. Rien de mieux que la haine pour pousser les hommes à accomplir de grandes choses. Rien.
Mais dis-moi plutôt ce que tu veux. Ton aide. Mon aide? Le citoyen accusateur public ne répugne donc plus à fréquenter l'infréquentable Hébert. Je veux que la Convention arrête une date pour le procès de la veuve Capet. Quelle meurt cette guenon? Nous sommes d'accord. Seulement, Robespierre estime qu'il n'y a pas urgence et moi je crains une nouvelle évasion. 3 tentatives déjà au Temple. La 4e pourrait être la bonne. Tu sais comment elle fait, cette fouine, pour mettre les gardiens dans sa poche? Non. Elle remonte sa jupe et invite tout ce petit monde à efforer ce qu'ils ont envie d'y mettre. Citoyen Hébert, j'espère que tu n'en es pas arrivé à croire aux élucubrations que tu écris dans ton journal. Robespierre, bande mou. Il hésite. Quelle perte de temps. D'accord? Tu peux compter sur moi. Tu connais mes réseaux? Les demandes vont pleuvoir sur la Convention pour qu'on la juge, la putain couronnée. Inutile de dire que cette discussion reste entre nous. Le père Duchesne parle de plus en plus de la reine. C'est mauvais signe. Cet inconnu qui sollicite Michonis, c'est un fidèle de la reine, qui l'a protégé face à une foule en armes lors de l'insurrection des Tuileries. Rougeville. Hébert a toujours eu Antoinette en horreur. Elle et les femmes en général, d'ailleurs. Tout cela n'est pas nouveau. Que me voulez-vous? Cet aventurier sera immortalisé par Alexandre Dumas sous les traits du chevalier de Maison Rouge. J'ai des amis. Je sais que vous étiez impliqué dans la dernière tentative d'évasion de la reine au Temple. J'aimerais que nous essayions une nouvelle fois. La personne qui nous a présenté est de confiance, vous le savez, vous n'avez rien à craindre de moi. Je m'en suis tiré de justesse la dernière fois. Au Temple, c'était possible. Il suffisait d'acheter des gardiens, ce qui n'est pas difficile, la corruption est partout. Dire qu'il a fallu qu'un seul révolutionnaire honnête pour que le plan échoue. C'est justement celui-là qui s'occupe aujourd'hui du petit Charles. La reine peut être jugée d'un jour à l'autre. Son salut ne pourra venir que d'hommes comme vous et moi. Alors il faut faire vite. Plus vite, sans doute, que ne le pensent les alliés de la reine. Depuis 4 semaines que Marie-Antoinette est enfermée à la conciergerie, elle s'efforce de cacher à ses geôliers un mal qui l'affaiblit de jour en jour. C'est à toi. Cancer de l'utérus, diront ses biographes. Entrer en contact avec la reine n'était pas la partie la plus périlleuse du plan que le chevalier de Rougeville avait échafaudé. Citoyen. Michonis en avait le pouvoir. De simple curiosité. Mais il lui fallait à tout prix éviter de se faire démasquer. Madame, Et parvenir néanmoins à lui faire passer un message. désolé de vous avoir dérangé. Citoyenne. Ça va être encore en discussion. Merci de votre aide, mais je suis fatiguée et souhaiterais me reposer. Pourrais-je vous parler?
j'aurais milité. De donner à la personne qui vient de sortir ce tissu en souvenir de son passage. S'il vous plaît. Citoyen! Citoyen! De la part de la veuve Capet. Merci. Je suis gardé à vue. Je ne parle à personne. Je me fie à vous. Je viendrai. Elles sont magnifiques, merci Rosalie. Ça fait du bien de savoir que l'on pense à moi et que je n'ai pas que des ennemis. Mais beaucoup de monde pense encore à vous. Seulement personne n'ose le dire. Regardez. Les marchands donnent ce qu'il y a de meilleur quand ils savent que c'est pour vous. Je l'ignorais. Je vous promets que dès que je serai sortie de cette prison, je vous prendrai à mon service. En coulisses, les ennemis de Marie-Antoinette s'activent aussi. Mégère d'Autriche, la scélérate autrichienne. Et là, Grâce au réseau d'Hébert, des pétitions affluent de toute la France, exigeant sa mort. Que cette femme impie ne souille pas plus longtemps de sa présence le séjour de la liberté. Qu'elle paie par son sang impur le sang généreux qu'elle a fait couler à grands flots. Jette-moi ces immondices, Nicolas. Maximilien, offre au peuple ce qu'il réclame, avant que sa haine pour la veuve Capet ne se retourne contre toi. La peur gagne du terrain. Partie de Vendée, la guerre civile enflamme d'autres régions qui s'insurgent. Aux frontières, les conscrits de la Révolution, mal entraînés et mal nourris, se font déborder par les armées de la coalition. Des villes majeures tombent. Chacune de ces défaites avive le désir de vengeance contre l'ancienne reine de France, qui incarne à elle seule tous les ennemis de la Révolution. Ça te plaît, mon petit marmottin? Quoi? Allez, haut les cœurs! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Va voir dans la poche de ma redingote. Hey! Allez! Ah. Ça y est. Elle va être jugée vite fait, c'est pas trop tôt. Hein. Qui donc? La veuve Capet, pardi. Ça va pas tarder maintenant. Même pas le temps de dire ouf que... Quick. La veuve raccourcie. C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Ben pourquoi il fait cette tête-là, le petit marmottin? Oh! Un bon républicain doit être heureux. Il dit quoi, un bon républicain? Il dit quoi, un bon républicain? Mort au Capet, vive la République. Voilà! Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il dit? C'est la faute à Capet. Parfait! Et il fait quoi aussi? Un bon républicain, il chante. Ouais, oui, tu vas chanter, bien. La deuxième partie de la Carmagnole. Attention. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Très bien, bois un coup, ça te donnera du cœur au ventre. Allez prendre l'air, citoyen, pendant que je surveille la veuve Capet. Moi aussi, mon petit.
Nous avons peu de temps, les gardes vont revenir. L'évasion est pendant 3 jours. Tenez-vous prête. Il ne me reste qu'à soudoyer vos 2 gardiens avec l'argent que notre ami m'a confié. Prenez trop de risques. Laissez-moi m'occuper des 2 gendarmes. Ne vous inquiétez pas, madame, tout se passera bien. Ce sont là des mots que j'ai trop entendus. Je préfère rester prudente et vous protéger autant que je le puis. Considérez cela comme un ordre. Garde! Je ne vous dérange pas? Oh non, pas du tout. Ah, foutre Dieu. Bon appétit, madame. Merci beaucoup. 3 jours. Pour une habituée des intrigues de la cour, cela devrait suffire. Bienvenue au comité de salut public. Pourquoi m'avoir fait demander? Eh bien, pour te donner une chance de t'expliquer sur des rumeurs de trahison qui circulent à ton sujet. Je plaisantais, Fouquier, entre. À demain. À demain. Ne vous en faites pas, monsieur. Je vous promets que tout se passera bien. Messieurs les gendarmes, tout est en ordre. Les choses ont été faites dans les règles. Vous allez être libre, madame. J'ai un faux ordre officiel de transfert à la prison du Temple. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas inquiétés. À l'extérieur de ces murs, nous attend toute une escorte de faux gendarmes qui sacrifieraient leur vie pour sauver la vôtre. Vous m'entendez? Il est temps d'y aller. Je le reconnais et le dis devant vous tous, je suis contre cette idée de procès. Explique-nous pourquoi. Parce qu'il faut ouvrir les yeux et regarder la vérité en face, Maximilien. Nous allons perdre. Les armées étrangères gagnent du terrain, et le seul moyen de les arrêter, c'est d'échanger la veuve Capet contre la promesse de ne pas nous anéantir. Danton s'y est essayé en vain. Plus personne ne veut de la veuve Capet. Si elle n'a plus de valeur politique, tuons-la. Sa condamnation sera un message fort envoyé au monde. Nous n'avons pas peur de vous. Majesté. Je voulais vous remercier pour l'affection que vous m'avez prêtée. Sachez que je n'oublierai jamais. Si la mort de la veuve Capet peut unir le peuple, qu'il en soit ainsi. Seulement jamais la Convention ne votera son procès. Je ne voterai pas. Vous voyez, il ne votera pas. À moins qu'il y soit contraint. Une insurrection? Comme la dernière fois. Brillante idée, citoyen maire. Rien de tel qu'une convention envahie par une foule de sans-culottes en armes pour ramener les élus à la raison. Le peuple a faim. Il est tellement en colère qu'il suffira de peu. Oui. Je peux organiser ça. Bien entendu, on se chargera par la suite de sanctionner les agitateurs. Tu peux pas faire ça, Maximilien, c'est monstrueux. Mais la fin justifie les moyens, citoyen. Imagine, tout un peuple de vrais patriotes. Des citoyens élevés dans la valeur de la République. C'est pas une utopie, c'est un rêve qu'on se doit d'atteindre. Et on y arrivera en se débarrassant de nos ennemis. Les corrompus, les traîtres, les indécis. Et tous ces foutus modérés qui nous ralentissent. Fouquier, établis la liste de ceux qui seraient bons d'éliminer. Je l'ai toujours sur moi. Bien vu, Maximilien.
Ainsi, le peuple aura la tête de l'Autrichienne et nous, celle des Girondins. Tout le monde sera satisfait. Que se passe-t-il? Nous avons l'ordre de transférer la prisonnière à la tour du Temple. Étrange. Excuse-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Pas avant d'avoir fait confirmer cet ordre. Cet ordre vient directement du citoyen Fouquier. Tu veux quoi, déclencher sa colère? Je préfère déclencher sa colère pour avoir été trop prudent à celle d'avoir laissé échapper la Capet. Laisse-nous passer, c'est un ordre! Non! Regarde! Les temps révolutionnaires réclament des mesures extrêmes. Alors, soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Le tribunal révolutionnaire a besoin de moyens. C'est la seule solution pour que la guillotine tourne à plein régime. Fuyez, monsieur. Madame. Mon ami, sauvez-vous. Gardez-moi dans vos souvenirs. Venez, on va passer par la porte du corps de garde. Le procès de la veuve Capet doit être exemplaire. Il faut qu'il marque les esprits. Nous sommes tous d'accord pour la mort, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord, Maximilien? Robespierre voit déjà plus loin. C'est la liste des arrestations d'opposants politiques qui l'intéresse. L'histoire est parfois faite de ces intrigues et de ces hasards. La nuit même où le comité de salut public se réunissait en secret pour décider du sort de Marie-Antoinette, la dernière tentative d'évasion de la reine était un échec. Échoué. C'est près du but. Il faut faire vite. On doit effacer toutes les traces. Vous aussi, monsieur. Le temps presse. Je ne peux pas le détruire. C'est peut-être le dernier souvenir que je garderai de la reine. Permettez alors. Citoyen Richard? Qu'est-ce qui se passe? Les complices de l'affaire de l'œillet seront arrêtés. Rosalie, trop insignifiante pour être inquiétée, est seule autorisée à rester à la conciergerie. Rougeville échappera à la traque de Fouquier, mais il sera fusillé pour trahison, sous un autre régime de cette France en construction, l'Empire de Napoléon. Michonis mourra guillotiné en juin 1794. Dépouillée de tout ce qui lui reste d'intimité, Marie-Antoinette est placée sous surveillance rapprochée. Les seuls qui pourraient désormais la sauver sont les membres de sa lointaine famille qui règne sur l'Autriche, s'ils y trouvent un intérêt. Que la Convention a enfin voté le procès de la putain couronnée. 2250 opposants ont été arrêtés. Citoyens, rien n'est impossible à des hommes libres. Les pouvoirs et les moyens du tribunal révolutionnaire décuplés. La terreur est à l'ordre du jour. Malheur à la Révolution si elle laisse les traîtres impunis. La loi des suspects est votée. Quiconque ne pourra présenter un certificat de bonne citoyenneté sera emprisonné. Que le signal soit donné d'un bout à l'autre de la République. Pour seconder la justice dans cette politique de la terreur, une armée républicaine est créée, exclusivement composée de sans-culottes, jusqu'au plus haut gradé. Mieux vaut tuer le diable avant qu'il nous tue.
Citoyen Roussillon, j'ai besoin de vous pour étoffer le dossier d'instruction de la veuve Capet. Ce serait avec honneur que j'aiderais le très révolutionnaire tribunal révolutionnaire. Très bien. Que pouvez-vous me dire des bons en argent que la ci-devant reine a signés? Des bons? Quels bons? Ceux qui étaient destinés à son frère, l'empereur d'Autriche, pour le soutenir dans sa guerre contre la France. Ah oui, ceux-là. Il y avait 4 bons. Le premier de 80 000 livres. Le deuxième de 110 000. Le troisième était de 900 000 livres. Et le dernier, enfin, de 200 000 livres. Très bien. Je vous ferai témoigner pour que vous disiez ce que vous avez vu. Mais moi, j'ai rien vu. Comment rien vu? Mais c'est bon dont vous parlez. Je ne les ai pas vus en personne. Mais je connais quelqu'un qui les a vus. Bien sûr que je les ai vus, c'est bon. C'était quand j'étais chez Septeuil. Il y en avait 2. 4. 2. Vous êtes sûr, citoyen Tisset? Oui, 2. Le premier était de 125 000 livres. Le second de 75 000. Le premier était daté du 13 août 1792 et le second du 17. Et où sont-ils, ces bons? Je les ai remis au citoyen Garderin. Parfaitement, 2 bons. L'un de 35 000 livres et le second de 55 000. Et vous savez où ils sont, ces bons? Bien sûr. Ils ont été remis au comité de salut public. Entre les mains de Robespierre. Oui, entrez. Tu as meilleure mine? Tes ulcères ne te font pas trop souffrir? T'inquiète pas, Fouquier, je ne mourrai pas de mes ulcères. J'ai préparé une liste de bons patriotes. Des hommes sûrs. Avec un jury comme celui-ci, la justice pourrait être rendue vite et bien, sauf que... Sauf que? Les jurés sont censés être tirés au sort. Et on ne peut pas laisser une affaire comme celle-ci entre les mains du hasard. Ben, je ferai en sorte que ce ne soit pas le cas. Je regarderai cette liste avec attention, je te remercie. Je voulais aussi t'entretenir des difficultés que je rencontre pour constituer un dossier solide contre la veuve Capet. Je n'arrive pas à récupérer les preuves. C'est à croire que la Convention refuse de m'aider. Par convention, tu sous-entends moi? Non. Non, bien sûr que non. Tiens. Voilà une liste de témoins ajoutés pour le procès. Les Girondins, pourquoi ils sont déjà dans nos prisons? Et alors? Fais en sorte qu'ils servent la Révolution une dernière fois avant qu'on les élimine. Et pour les documents qui me font défaut, tu pourrais peut-être en glisser un mot à la Convention? Je m'occupe des jurés, Fouquier. Pour le reste, t'as voulu un procès, tu l'as? Je ne te retiens pas. Robespierre se méfie de l'inconstance des foules. Virtuose de la politique, il ne s'impliquera pas ouvertement dans le procès d'une reine. Alors, citoyenne, un peu de tenue. Il est où? C'est là, le petit marmottin. Oh, du tout. Il est trop chou. Petit. Je l'avais pas imaginé comme ça. Tu vas voir, mon cœur, comme on va bien s'occuper de toi. Bon, je sais pas pour vous, mais il fait soif ici. Charles! Tu vas boire un coup. Parce qu'un révolutionnaire, ça boit et... Et ça chante, foutre. Allez, montre-nous comment tu chantes.
Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. C'est la faute à qui, ça? À la Capet. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Je suis convaincu que Maximilien ne fait pas tout ce qu'il peut pour m'aider. Rassure-moi, tu n'es pas dupe à ce point-là. Tu n'as toujours pas compris que Maximilien ne veut pas être mouillé à ce procès? Et pour quelle raison? La garce le gêne plus qu'autre chose. En cas d'échec, c'est lui qui prendra les coups. Et en cas de succès, c'est à nous que reviendra la gloire. Nous deux, mon ami. Ma seule motivation est l'intérêt de la République. Bah oui, oui, bien sûr, moi aussi. Mais il pourrait aller plus vite, plus loin, non? Pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Peut-être craint-il le sort d'un marin. Non, Maximilien n'a pas peur de mourir. Il sait qu'il est déjà mort. Tout comme je le suis déjà moi-même et comme tu l'es aussi. Nous sommes là pour mourir afin d'alimenter le feu de la Révolution. Entrez. La Révolution dévore ses propres enfants. Il y a seulement un an, Manuel organisait la journée insurrectionnelle du 10 août 1792 qui provoqua la chute de la monarchie. Aujourd'hui, il est en prison, arrêté peu après les Girondins, jugé trop modéré. Pourquoi moi? Je suis sûr que tu pourrais trouver des tas de témoins qui seraient prêts à haïr la Capet, non? Ce ne sont pas des témoins haineux que je cherche, Manuel, mais des personnes pouvant me parler d'elle. Tu la connais? C'est toi qui étais avec elle au temple quand elle a appris la mort de son ami la Lamballe. Son massacre, tu veux dire? Tu regrettes la mort de la Lamballe? Non. Je regrette la manière dont ils l'ont torturé. Son cœur a été arraché. Et sa tête promenée au bout d'une pique, jusque sous les fenêtres de la Capet. Et c'est la raison pour laquelle tu as refusé de voter la mort du ci-devant roi. J'ai vu ce jour-là jusqu'où pouvait aller la Révolution. Vers la folie, la barbarie et la cruauté. Me faire témoigner, c'est une idée de Maximilien? Pas du tout, non. Il n'a donc pas assez pour me faire condamner, qu'il ait besoin de mon témoignage pour pouvoir m'accuser de sympathie envers la monarchie? Pas du tout. Il espère au contraire que tu sauras profiter de ce procès pour te racheter. Entre nous, ta foi révolutionnaire et tu t'en sortiras peut-être. Ce n'est pas seulement la vie de la reine qui est en jeu dans ce procès, Manuel. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tu te foutres Dieu. Qui t'a appris à faire ça? Personne. C'est pas ma faute. Ah ouais? C'est la faute à qui alors? À la Capet. C'est la faute à la Capet. Raconte-moi. Eh ben... Allez, je veux tout savoir, absolument tout. Je t'en prie de ne pas manquer à ma demande pour te voir. Cela presse. Simon, ton ami pour la vie. Avons-nous reçu les documents demandés à la Convention? Toujours rien, citoyen Fouquier. Prends note. Jusqu'à ce jour, il ne m'a été transmis aucune pièce relative à Marie-Antoinette. De sorte que, quel que soit le désir que le tribunal ait d'exécuter les décrets de la Convention, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ce décret tant qu'il n'aura pas les pièces. Point. C'est vrai? Foutre oui. Je te le dis comme il me l'a dit. Je le savais!
Hébert tient sa proie. Si Simon a dit vrai, le témoignage du petit Charles pourrait faire basculer le procès. Il décide en personne d'aller s'en assurer. Tu vas te conduire en bon républicain, hein? Et tu vas tout raconter au citoyen Hébert. Tu as peur? Seuls les ennemis de la République ont des raisons d'avoir peur. Es-tu un ennemi de la République, jeune Capet? Non. Je connais toutes les chansons. Foutre. C'est bien. C'est bien. Je suis sûr que tu es un parfait citoyen maintenant. Et si nous sommes ici aujourd'hui avec toi, c'est pour que tu puisses faire ton devoir de citoyen. En nous répétant ce que tu as dit au citoyen Simon. Allez, parle. Tu peux tout dire au citoyen Hébert, il est comme un frère pour moi. Qui t'a appris ces vilaines pratiques? Mais allez, dis-le que c'est ta mère. Oui, c'est ça. C'est ma mère. Assis devant Rennes? Oui. Eh bien, c'est parfait, citoyen Capet. Raconte-nous ce qu'elle te demandait de faire. Eh ben, des fois, je dormais dans son lit. Et je touchais mon... pour le rendre tout dur. Et après, elle venait s'allonger près de moi et je faisais ça. Tu vois bien qu'en nous disant la vérité, tu n'avais aucune raison d'avoir peur. Signe ici. Et Charles signe, de son nouveau nom de révolutionnaire. C'est obscène. Comment as-tu obtenu ça? Qu'importe que ce soit obscène et qu'importe comment je l'ai obtenu. Le gamin a signé, c'est ce qui compte, non? Non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je veux un procès irréprochable, je veux que ce soit la reine qui soit jugée et pas une mère aux mœurs douteuses. Et c'est là où tu te trompes. Le procès de l'Autrichienne, c'est aussi le procès de toutes ces femmes qui outrepassent leurs droits naturels, qui mettent leur nez dans les affaires de leur mari. Tu ne vois pas ce qui se passe? Ces putains sont en train d'oublier que leur rôle, c'est de donner des enfants à la République et de les élever pour en faire des citoyens. Je sais. La place d'une femme, c'est chez elle, à s'occuper de sa famille, de son mari, de ses enfants, et pas à jouer à saute-mouton au Trianon et à s'envoyer en l'air avec n'importe qui. Et puis, à ce qu'on me dit, ton dossier contre l'Autrichienne ne serait pas très épais. Je me trompe? Toujours aucune nouvelle de la Convention, je suppose. Aucune, citoyen. Et ce n'est pas faute de relancer la demande des pièces. Mais comment faire un procès sérieux sans dossier? Il ne faut peut-être pas faire de procès. Le procès aura lieu dans une semaine. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ce procès devait être un grand moment, comme celui du roi. Combien de têtes se jouent dans ce procès? Excusez cette irruption soudaine, mais le temps manque. Qui êtes-vous? Maître Chauveau-Lagarde et Maître Tronçon du Coudray. Vos avocats. Nous avons eu l'honneur d'être désignés pour assurer votre défense durant votre procès. Et quand doit commencer ce procès? Demain. L'accusateur public, le citoyen Fouquier, ne nous a pas laissé le temps d'étudier le dossier de l'accusation. Et encore moins celui de préparer votre défense. Mais la loi est de notre côté. Nous pouvons obtenir un report. Eh bien, messieurs, demandez-le. Et ce serait bien mieux si cette demande venait de vous. Je m'y refuse. Madame, réalisez-vous bien ce qui est en jeu ici.
Il en va de votre vie. Jamais elles n'oseront m'exécuter, jamais. Détrompez-vous. Je vous supplie de prendre ce procès très au sérieux. Madame, nous avons besoin de temps pour nous préparer à contrer leurs arguments. Je me suis toujours refusée à leur commander quoi que ce soit. Je ne veux pas leur faire ce plaisir à ces brutes. Je ne m'abaisserai pas à écrire cette lettre. Vous avez donc décidé que votre fils ne vous verrait plus jamais. Demande de report classée, liste des jurés contrôlée, grâce à Robespierre qui a imposé à la dernière minute une nouvelle loi. Désormais choisie par le comité de salut public, les jurés sont aussi confortablement payés. Et l'Autriche n'a pas voulu protéger sa jeune archiduchesse, offerte 23 ans plus tôt pour sceller une alliance. Elle a plus à gagner dans une guerre de conquête avec la République. Le procès peut commencer. Pour marquer les esprits, ce procès doit avoir toutes les apparences de la légalité. 15 jurés donc, mais tous sont des proches de Fouquier, Robespierre ou Hébert, choisis parmi les solides de la Révolution, comme le président du tribunal, Hermann. Messieurs les jurés, vous allez prêter serment d'examiner avec attention les charges portées contre Antoinette, veuve de Louis Capet. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Et de vous décider selon votre conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. Pardon, je suis désolée. Citoyen Gannet. Je le jure. Gannet, perruquier. Il se vante de ne voter que pour la mort. Je le jure. Chrétien, tenancier d'un bar républicain. Il fait voter dans sa section des motions extrêmes. 2 pistolets posés devant lui. Je le jure. Toumain, le seul juré venu de province, entreposeur de tabac et admirateur de Robespierre, à qui il doit beaucoup. Antonel. Je le jure. Noble déclassé, ancien maire d'Arles. Il est le seul à avoir longuement hésité à accepter sa fonction de juré. Je le jure. Renaudin, maître luthier, ténor du club des Jacobins. Il est une créature de Robespierre pour qui il espionne volontiers. Je le jure. Tout comme ce menuisier qui signe toutes ses lettres, Trinchard, vrai républicain. Moi, Charles Léopold Nicolas, je le jure. Lumière, violoniste à l'Académie de musique, ancien secrétaire personnel de Fouquier et agent de renseignement de Robespierre. De Boisseau. Je le jure. Ciseleur-sur-Bronze, un proche de Robespierre lui aussi. Baron. Je le jure. Chapelier, hébertiste convaincu et violemment athée. Souberbiel, médecin personnel de Robespierre et du tribunal. Il y dénonce les femmes qui se disent enceintes pour échapper à la guillotine. Fievé, négociant. Je le jure. Samba, peintre sur miniature. Je le jure. Cet hébertiste se fait appeler Samba et sans culotte. Devèze. Je le jure. Maître charpentier. Et enfin,
Bénard, je le jure, huissier de justice, hébertiste et profiteur qui vend pour son compte des biens qu'il a saisis. Ce sont eux qui vont juger la reine. Ils sont l'incarnation du peuple sans culotte, des hommes qui n'étaient rien du temps des rois et qui, en seulement 4 ans, sont sortis de l'ombre. Ils ont aujourd'hui le pouvoir de condamner cette femme, qu'ils n'auraient jamais pu, ne serait-ce qu'approcher, dans cet autre monde qu'ils ont mis à terre. Accusé, veuillez décliner votre identité. Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche. Pourquoi préciser Lorraine d'Autriche? Parce qu'il faut bien porter le nom de son pays. Qui se prend, celle-là? On est en France, ici! Veuillez vous asseoir. L'acte d'accusation va vous être lu. Debout, la poutrelle! À l'heure, t'es fatigué! Restez calme, s'il vous plaît, silence. Antoine Quentin Fouquier-Tinville, accusateur public auprès du tribunal criminel révolutionnaire, établi à Paris par décret de la Convention nationale du 10 mars 1793. Que Antoinette a été, depuis son séjour en France, le fléau et la sangsue des Français. D'avoir dilapidé les finances de la France pour satisfaire à ses plaisirs. D'avoir modifié la personne au point de faire imprimer les ouvrages dans lesquels elle était dépeinte sous des couleurs peu avantageuses pour persuader ces puissances étrangères qu'elle était maltraitée des Français. Que la Constitution de 1783 soit acceptée, la veuve, elle est elle-même donné l'ordre de tirer sur le peuple en tant que directrice de cette de la détruire, que c'est la veuve Capet qui a fait parvenir aux puissances étrangères des plans de campagne et d'attaque pour les insulter. La veuve Capet s'est occupée, que c'est la veuve Capet qui a fait partie de l'accusateur d'adresser l'accusation contre Antoinette pour avoir primo dilapidé les finances de la France et d'avoir fait passer des sommes incalculables à l'Autriche. Secundo, d'avoir entretenu des intelligences et des correspondances avec les ennemis de la République. Et tertio, d'avoir tramé des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de la France, entraînant une guerre civile en divers points de la République. Accusée de haute trahison, Marie-Antoinette encourt la peine capitale. Les témoins de Fouquier vont maintenant défiler. J'appelle le ci-devant marquis de Gouvernay. Ils seront 41. Toutes les figures de la Révolution et quelques vestiges de l'Ancien Régime aussi, traînés devant la cour pour leur chant du cygne. Citoyen Gouvernay, veuillez nous parler des fêtes dispendieuses organisées au château par la ci-devant reine. Jamais, pour ainsi dire, je n'ai fréquenté la cour. Je ne le pouvais pas puisqu'à cette époque, j'étais commandant en Bourgogne. Comment cela? Mais vous étiez ministre. Je n'ai jamais été, et n'aurais point voulu l'être, même si on me l'eût offert. Je crains que vous ne m'ayez confondu avec mon cousin, qui lui était ministre, le comte de la Tour du Pin-Gouvernay. Silence! Silence dans la salle.
m'amène le bon gouvernet. Bien que ce gouvernet n'ait rien dit devant la cour, un compte-rendu officiel mais truqué, destiné au public, sera publié dans le journal Le Moniteur. Dégage le plancher, vieux cadavre! Que fais-tu faire? On l'emmène, le Kagoshim! Citoyen gouvernet, rendez-vous immédiatement! Citoyen gouvernet! Je me permets de rappeler aux témoins que la France n'est plus une monarchie, que l'accusée n'est plus une reine, et qu'il est interdit de la traiter autrement que comme une citoyenne ordinaire. Veuillez m'excuser, mais je n'avais pas remarqué que la reine fût traitée comme une citoyenne ordinaire. Citoyen gouvernet, en tant que ministre de Louis Capet, assistiez-vous aux prises de décision? Mon devoir était en effet de conseiller le roi. Louis Capet, vous voulez dire? Non, du tout. Louis XVI, le roi de France, si vous préférez. Silence, Boissin! Est-il vrai qu'Antoinette Capet était quelquefois présente pendant ces réunions? Elle daignait en effet de temps à autre à nous faire le plaisir de sa présence. Intervenait-elle dans les décisions? La reine intervenait pour s'enquérir de nous. Mais je n'ai pas souvenir qu'elle ait parlé de politique. Je vous prie une nouvelle fois, citoyen, de surveiller votre langage. Quand vous aurez au préalable surveillé votre attitude. Je rejoins ce que vient de vous dire le citoyen accusateur public. N'utilisez plus les mots de l'Ancien Régime. Sinon... Sinon quoi? Que pouvez-vous me faire que vous n'ayez déjà prévu de me faire? Nous en avons fini. Garde, emmenez-le. Quelques mois plus tard, le comte de la Tour du Pin sera guillotiné, en même temps que l'autre gouvernet, son cousin le marquis. Vous avez vu, c'est bon. Vous les avez eus entre vos mains. Oui, je les ai eus entre les mains et oui, je les ai vus. M'est-il possible de poser une question au témoin? Faites. Je désirais que le témoin déclare de quelle date étaient les bons dont il parle. L'un des bons était daté du 10 août 1792. Et l'autre, je l'ignore. Je n'ai jamais fait de bon. Et comment aurais-je pu en faire le 10 août, alors que nous nous sommes rendus vers les 8 heures du matin à l'Assemblée, où nous nous sommes réfugiés toute la journée, pendant que le peuple dévastait les Tuileries. J'ai dû me tromper dans la date, voilà tout. Mais ces bons existent, je les ai vus. Serait-il possible de les voir? Où sont-ils? Ces bons ont été remis à la Convention pour préparer le procès de Louis Capet. J'en ai fait la demande et j'attends toujours ces pièces que la Convention doit m'adresser. C'est regrettable. La veuve Capet a envoyé des sommes immenses en Autriche. Je le sais de source sûre, citoyen président. De source sûre? Mais vous venez de témoigner que c'est vous qui les aviez vus, c'est bon. Tout ça, je le tiens d'une bonne patriote, à qui un favori de la cour en a fait confidence. Et comment s'appelle cette personne? Et pendeuse, pendouille à la barre. Nous venons de parler avec un témoin qui nous a parlé de confidence que vous aurez fait un favori de la cour. Ce bon comte de Coigny. Je crois bien que je lui avais tapé dans l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. T'es sûr que c'est dans l'œil? Quand était-ce? 1788. Je servais au palais de Versailles. Et voilà le comte qui me coince pour me parler de l'autre, là. Elle venait encore de convaincre le roi de donner de l'argent à son frère. Elle ruine la France, qui disait. Vous savez de quelle somme d'argent il s'agissait? Oh là, si je m'en souviens. De 20 millions, qui me dit. Tu vas coincer la nuit! Et comment a réagi le ci-devant comte de Coigny? Eh ben, comme moi. Il était scandalisé. Sauf qu'après, il m'a dit que c'était pas 20 millions qu'elle lui avait donné, mais 200! Et que c'était qu'un début. Qu'elle allait encore lui en donner plus. Tu mérites de crever comme un rat! Du calme, du calme. C'est tout ce que tu mérites. Sale chienne.
chienne, raclure, scélérate. Tu mérites de crever, c'est tout ce que tu mérites. Ça suffit. Gendarme, là. T'es quel sac à merde. Laissez-moi, j'ai rien fait. Je te hais. Cette vipère, je te déteste. La séance reprendra à 5 heures. Témoignages absurdes, absence de preuves et une audience en perte de contrôle. La mascarade a démarré en fanfare. Étrange mise en scène de deux mondes qui s'affrontent, celui du peuple qui aspire à l'égalité face à celui des privilèges. Deux mondes irréconciliables. C'est une catastrophe, une humiliation. J'y arriverai jamais, je vais pas y arriver. Citoyen, Robespierre demandera ma tête, puis il l'aura. Puis moi je l'aurais mérité. Je n'avais pas le droit à l'échec. Citoyen Fouquier, vous voyez ce que nous venons de recevoir. Ah, les pièces du dossier, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de moi, il n'y a rien là-dedans. Foutre! 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 Vous semblez de plus en plus fatiguée, madame. Que dit-on du procès? Quelles sont les rumeurs? Ce repas est très réussi. Je vous en remercie. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Citoyenne Capet, qu'avez-vous à répondre à ce témoignage? Pourriez-vous répéter, je vous prie? Le 5 octobre 1789, quand le peuple en colère s'est rendu de Paris à Versailles, est-il exact qu'on vous a suggéré de prendre la fuite? En effet. On voulait m'engager à partir seule, parce que, disait-on, il n'y avait que moi qui courais un danger. Mais je m'y suis refusée, car j'estimais que si je devais être assassinée, ce serait au pied de mon mari. Jamais je ne l'aurais quitté. N'avez-vous pas abusé de l'influence que vous aviez sur votre époux pour en tirer des bons sur le trésor public? Jamais. N'avez-vous pas forcé les ministres des Finances à vous délivrer des fonds et menacé certains d'entre eux de votre indignation s'ils n'obtempéraient pas? Non. Soutenez-vous que le maire de Paris, Bailly, et le marquis de Lafayette n'étaient pas complices de votre fuite, arrêtés à Varennes dans la nuit du 20 au 21 juin 1791? Oui. Je vous observe que sur ces faits, vous vous trouvez en contradiction avec la déclaration de votre fils. Il est facile de faire dire ce que l'on veut à un enfant de 8 ans. Mais on ne s'est pas contenté d'une seule déclaration. On la lui a fait répéter plusieurs fois et il a toujours dit le même. Eh bien, je nie les faits. La séance est suspendue. Elle reprendra demain à 9 h. Jusqu'à 3 heures du matin, Marie-Antoinette s'est battue. Elle a menti parfois pour protéger ses alliés et se protéger elle-même. Des lettres compromettantes adressées à l'Autriche ont bien été retrouvées, longtemps après son jugement. Elle a menti pour défendre l'image de la royauté, le souvenir de ce roi auquel sa vie a été liée, et l'avenir de son fils, qui en est l'héritier.
Voyez-vous un inconvénient à ce que je prenne appui sur votre bras? Tout se passe plutôt bien. Vos réponses impressionnent la foule. J'ai peut-être commis des fautes, mais pas de crimes. Exactement. Désormais, je n'appréhende plus que le témoignage de Manuel. Manuel? Pourquoi donc? Je l'ai souvent croisé quand j'étais prisonnière au temple. Il était censé protéger mon amie, la princesse de Lamballe, et ce n'est que la tête sur une pique que j'ai pu la revoir. Cet homme est un monstre sanguinaire. Demain risque d'être une journée éprouvante. Il serait bon que vous preniez un peu de repos. Lieutenant de Bune, vous êtes en état d'arrestation pour avoir retiré votre chapeau devant la ci-devant reine, pour lui avoir tendu un verre d'eau et pour lui avoir donné le bras. Pour ces faits considérés comme des égards envers la royauté, le lieutenant de Bune échappera de peu à la guillotine. J'aimerais que vous gardiez ceci en souvenir de moi. C'est bien peu de choses, mais c'est tout ce qui me reste. Merci, madame. Je garderai toujours ce ruban près de moi. Ce que souffle la rue a changé, madame. Alors qu'hier, on réclamait votre tête, aujourd'hui, on dit que vous serez sans doute exilée. J'aimerais tellement revoir mon pays. Le lieutenant de Bune n'est pas là? Il ne s'occupera plus de toi, citoyenne. Cette charge me revient désormais. Silence dans la salle. Pouvez-vous l'ouvrir, je vous prie? Les reconnaissez-vous? Oui. Sont-ils bien à vous et vous souvenez-vous qu'on vous les a pris? Je m'en souviens parfaitement. Vous me les avez pris le 1er août, lors de mon transfert du temple à la conciergerie. Il y a 76 jours exactement. Ces objets sont la démonstration que la veuve Capet gardait des reliques du ci-devant roi, du ci-devant dauphin, de la ci-devant dauphine. Preuve en est, s'il était besoin, qu'elle est demeurée royaliste. Ces objets sont des souvenirs de mon mari que vous avez guillotiné et de mes enfants que vous m'avez arrachés. Quelle mère ne garderait pas souvenir des êtres qui lui sont le plus chers? Je retiendrai surtout que pour la première fois depuis le début de ce procès, vous nous faites l'honneur de reconnaître les faits qui vous sont reprochés. J'appelle maintenant le citoyen Manuel.
Citoyen Manuel, pouvez-vous nous rapporter la teneur des conversations que vous avez eues avec la prévenue ou sa famille? Je ne le puis. Je n'ai jamais eu de rapport avec Marie-Antoinette ni avec sa famille. Il m'est arrivé, en tant que procureur de la commune, de me rendre au temple, mais je n'ai jamais eu d'entretien particulier avec la femme du ci-devant roi. Quel jeu joues-tu, Manuel? Je sais que tu mens. Je ne vois pas ce que tu veux dire, citoyen accusateur public. N'avez-vous jamais eu au temple d'entretien particulier avec le témoin? Non. Jamais. Et je n'ai pas non plus souvenir que mon époux en ait eu avec lui. Emmenez-le. Un mois après sa déposition, Manuel sera jugé, condamné, guillotiné. Le bourreau est devenu victime. Vous voyez que tout s'est bien passé. J'appelle maintenant le citoyen Jacques-René Hébert. Citoyen Hébert, je sais qu'il vous est arrivé à plusieurs reprises de rendre visite à la prévenue à la prison du Temple. Oui, je me suis souvent rendu dans sa cellule. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'elle ment de manière éhontée quand elle affirme n'avoir eu aucune complicité de l'extérieur. Expliquez-vous. Oui. J'ai trouvé dans sa chambre un missel. Un missel dans lequel se trouvait un cœur enflammé, traversé d'une flèche. Ce même cœur qu'arborent les royalistes insurgés de la Vendée, nos pires ennemis de l'intérieur. Je n'ai aucune connaissance des faits dont parle Monsieur Hébert. Je sais seulement que le cœur était un simple dessin offert à mon fils par sa sœur. Alors justement, concernant votre fils, depuis qu'il a été confié à un bon patriote pour qu'il soit éduqué en bon républicain, il m'est souvent arrivé de lui parler. Eh bien, le jeune Capet m'a indiqué que pendant son séjour au Temple, la famille royale était régulièrement informée par des complices de tout ce qui se passait dans le pays. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit ici. Il est facile de faire dire ce que l'on veut à un enfant de 8 ans. Il a cité des noms. Des noms qui corroborent nos informations. Mais ce n'est pas tout. Le jeune Capet, dont la constitution physique dépérit chaque jour, a été surpris par le citoyen Simon dans des pratiques indécentes pour son âge. Celui-ci lui ayant demandé qui lui avait appris ces manières, il répondit que c'était sa mère et sa tante qui lui avaient enseigné cette funeste habitude. De la déclaration faite par le jeune Capet, il résulte que pendant son séjour au Temple, ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles deux. Et qu'il n'y avait pas à douter, toujours par ce qu'a dit le fils Capet, qu'il y ait eu un acte incestueux entre la mère et le fils. Silence, silence dans la salle. Merci, citoyen, d'être venu nous apporter votre témoignage. Il y a tout lieu de croire, que cette criminelle jouissance n'était point dictée par le plaisir, mais avait pour but, toujours, après la mort de Capet, de régner sur le moral de cet enfant, que l'on se plaisait à traiter avec la même déférence que s'il avait été roi. L'avez-vous vu? Non, non, je ne l'ai pas vu, mais toute la municipalité le certifiera. Vous ne l'avez pas vu. Je voulais, citoyen président, je vous invite à vouloir bien faire observer à l'accusée qu'elle n'a pas répondu sur le fait dont je viens de parler, à l'égard de ce qui s'est passé entre elle et son fils. Citoyenne Capet, pouvez-vous répondre des accusations d'inceste portées par le citoyen Hébert concernant votre fils? Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à pareille accusation faite à une mère.
J'en appelle à toutes celles qui se trouvent ici. Citoyen Hébert, vous pouvez quitter la salle. Hébert vient de faire le faux pas qui pourrait aider Robespierre à se débarrasser de lui. Son témoignage aura eu pour effet de retourner le peuple en faveur de Marie-Antoinette. Mais si, au-delà de la reine, il voit maintenant la femme, c'est une femme meurtrie. La séance reprendra à 5 heures. L'audition des témoins est maintenant terminée. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Hier, je ne connaissais pas les témoins. J'ignorais ce qu'ils allaient déposer contre moi. Eh bien... personne n'a dit de moi aucun fait positif. Bien. Les débats sont clos. Avant de laisser la parole à la défense, citoyen accusateur public, veuillez requérir. À ce moment précis, Fouquier joue son avenir. Il sait que son procès n'a pas été probant, ses témoins douteux, ses pièces à charge inconsistantes. Alors il n'en parle pas, préférant jouer son seul atout, rappeler au peuple la haine qu'il vouait à la reine avant son procès. Dans ce tribunal, c'est le peuple entier qui accuse la veuve Capet. Tous les événements politiques qui ont eu lieu ces 5 dernières années déposent contre elle. La parole est à la défense. Maître Chauveau-Lagarde. L'accusée a eu le malheur d'être reine. Cette idée seule peut d'avance mettre en garde des républicains contre elle. Lui aussi joue sa vie, et il le sait. Un mot de trop, et il sera le prochain sur la liste. La seule marge d'action des avocats de Marie-Antoinette, c'est le rappel à la loi de la République. Chauveau-Lagarde va s'y efforcer pendant plus de 2 heures. La justice est une chose. Le sentiment de justice, une autre. Dans ma main se trouve un médaillon et une adresse. J'aimerais que vous alliez en personne le porter. Toute la plénitude. Feriez-vous cela pour moi? Si vous n'exercez sur elle tout l'empire dont vous pouvez être capable. Rien ne saurait égaler l'apparente gravité de la situation, si ce n'est, peut-être, la ridicule nullité des preuves. Citoyen président, j'en ai terminé. Très bien. Gendarme, arrêtez-le. Pardon? Qu'est-ce que je... Vous êtes accusé de trahison et d'intelligence avec l'ennemi. Emmenez-le. Je n'ai fait que mon devoir. Maître Tronçon du Coudray, veuillez prendre la place de votre confrère. Citoyens, ce soir, une terrible question s'offre à nous. Saurons-nous être libres sans être des assassins? Dans ce théâtre des passions qu'était le procès de la reine, Tronçon du Coudray a su lui aussi tenir son rôle, malgré les circonstances. Brillant orateur, il va parler pendant 1h30, rappelant, martelant qu'aucune preuve directe n'a été apportée. En avez-vous terminé? J'en ai fini, citoyen président. Gendarme! Videz vos poches. L'arrestation des défenseurs de Marie-Antoinette avait été votée par la Convention avant même l'ouverture des débats. Avant de reprendre leur défense des causes perdues, ils devaient connaître le goût de la prison. Emmenez-les! À sa libération, Chauveau plaidera sans succès pour Élisabeth, la sœur du roi. Tronçon mourra en déportation 5 ans plus tard, condamné pour coup d'État contre le Directoire. Le médaillon de Marie-Antoinette, adressé à sa très fidèle ancienne première femme de chambre, ne parviendra jamais à sa destinataire, qui sera arrêtée.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et Il aura fallu moins d'1 heure aux jurés pour délibérer. Je vais vous demander de répondre l'un après l'autre, clairement et à haute voix, à chacune des questions posées par l'accusation. Citoyen Gannet, est-il constant qu'il ait existé des manœuvres et intelligences avec les puissances étrangères pour leur donner l'entrée du territoire français? Oui. Aucun secret des délibérations. Oui. Dans la France de la Révolution, Oui. tout le monde sait qui a voté quoi. Oui. Oui. Alors qu'ils condamnent Marie-Antoinette, ces hommes ne savent pas encore que beaucoup d'entre eux vont bientôt mourir. Oui. L'opinion publique est versatile. Oui. Dans 9 mois, Nicolas sera guillotiné, tout comme Lumière, Oui. Desboisseaux Oui. et Bénard. Oui. Deuxième question. Antoinette Capet a-t-elle coopéré à ces manœuvres? Citoyen Gannet. Oui. 10 mois plus tard, Gannet échappera de peu à la charrette le conduisant à la guillotine. Oui. Renaudin, lui, n'aura pas cette chance. Chrétien n'a plus que 9 ans à vivre. Oui. Condamné pour attentat contre Bonaparte, c'est la déportation qui l'achèvera. Troisième question. Est-il constant qu'il ait existé un complot tendant à allumer la guerre civile à l'intérieur de la République? Oui. Quelques-uns trouveront le moyen de survivre. Oui. Toumain, retourné en Mayenne, dénoncera les hébertistes. Antonel vieillira à Arles, Oui. riche et persécuté par les royalistes. Tombé dans l'oubli, Baron, Oui. Fiévé, Oui. Devèze. Oui. D'autres seront sauvés par leur habileté. Trinchard, jugé puis acquitté, Oui. se mettra sous la protection de Fouché, auquel il servira d'indic, tout comme Samba, Oui. qui deviendra l'un de ses peintres attitrés. Et enfin, Oui. le médecin de Robespierre, Souberbiel, le plus endurant. Il survivra à tous les régimes, révolution, directoire, empire, restauration, pour mourir de vieillesse à plus de 90 ans, rue Royale. Ils sont ces hommes qui ont jugé la reine. Faites entrer l'accusé. Antoinette, aux 4 questions posées par l'accusation, les jurés ont répondu oui à l'unanimité. En application de la loi, je requiers donc la peine capitale. Antoinette Capet, vous êtes condamnée à mort par décapitation. La sentence sera exécutée ce jour, 16 octobre 1793 à 11 h, sur la place de la Révolution. Vos biens seront saisis. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existe que pour eux. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. J'ai à vous parler d'une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur. Pensez à l'âge qu'il a et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu'on veut et même ce qu'il ne comprend pas. Un jour viendra, j'espère, où il ne sentira que mieux tout le prix de vos bontés et de votre tendresse. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que sans le vouloir, j'aurais pu leur causer.
Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu. Adieu. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Cette lettre, la dernière de la dernière reine de France, sera nommée pour la postérité le testament de Marie-Antoinette. Élisabeth ne la lira jamais. Elle ne sera retrouvée que des années plus tard, sous la Restauration. Je suis désolée. Je vous en prie, Majesté. Ne le soyez pas. Accepteriez-vous de revenir au lever du jour pour m'aider à me préparer? Le procès de Marie-Antoinette n'était que le premier de la longue et sanglante liste des grands procès politiques de la Terreur. Le mois suivant, les 21 députés girondins comparaîtront à une audience où même les apparences de la légalité ne seront plus respectées. Tous seront conduits à la guillotine, y compris Valazé, qui s'était pourtant suicidé à l'annonce du verdict. C'est le protocole, madame. De l'autre côté de cet îlot, c'est l'Autriche. Et sur la rive en face, c'est la France. Il est d'usage que la dauphine soit débarrassée de tous ses biens provenant de son pays d'origine. Pourriez-vous sortir, je vous prie, le temps que je m'habille? Je ne peux pas, citoyenne. Mes ordres sont stricts. Je ne dois pas vous quitter des yeux.
Le trajet de la charrette des condamnés, de la conciergerie à la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, prenait d'ordinaire un peu moins d'1 heure. Celui de Marie-Antoinette en mettra plus de 4. Il fallait, diront les journaux de l'époque, que l'Autrichienne boive lentement la mort. Ce procès était si inutile qu'il sera oublié en quelques semaines, et les livres d'histoire omettent souvent d'en parler. Il n'a pas permis de ressouder un peuple lassé par une révolution qui tardait à apporter la liberté, l'égalité et la fraternité. Il inaugure en revanche la série des grands procès politiques de la Terreur. Il aura permis à Robespierre d'affaiblir son rival Hébert, guillotiné 5 mois plus tard avec ses partisans. On dit qu'il se tordit d'effroi devant la guillotine. Robespierre, guillotiné sans jugement avec ses fidèles, l'été suivant, le 28 juillet 1794, victime de la mécanique infernale qu'il avait mise en place, la Terreur. Las de violence, gavé de sang, la Révolution ayant dévoré tous ses enfants, se réveille épuisée. En quête de compromis, le pouvoir est déposé entre les mains d'un directoire. Gouvernement qui ne gouverne pas, à la merci du premier homme fort venu. Ce sera Bonaparte, qui fera de l'ancienne monarchie devenue république un empire. Fouquier tombera en dernier. Jugé 1 an et demi plus tard, confondu avec son tribunal, on lui reprochera cette terreur qui n'est plus alors de mise. Le 7 mai 1795, il monte sur l'échafaud. 10 mois après Robespierre, 18 mois après Marie-Antoinette. Charles mourra de maladie, d'épuisement, de chagrin, 1 mois presque jour pour jour après Fouquier, le 8 juin 1795, au Temple. Il a alors à peine 10 ans. Drame oublié de la longue et violente épopée d'un peuple vers la liberté, ce procès aura été celui de toutes les vengeances, celle de la vertu contre la trahison, de la République contre la monarchie, de la patrie contre les étrangers, des hommes contre les femmes.